Bien. Alors, donc, les gars, on va reprendre. C'est bon? Bon, on dirait. Oui, monsieur, c'est bon. J'étais en train de vous critiquer. J'allais dire, ah, les gars, on dirait que leur pause a été prolongée. Là, vous êtes là, c'est bien. OK. Alors, donc, après avoir euh, donné la définition, avoir vu l'origine et les principes, maintenant, nous allons euh, regarder rapidement l'importance de. Ah, c'est ça, c'est l'histoire. Ça défile, non, pour vous? Oui, oui, ça défile. OK, parfait. Alors, donc, nous allons voir l'importance de l'économie bleue. Euh, Encore une fois, ce qu'on partage ici, ce n'est pas vraiment exhaustif. C'est des éléments qu'on vous donne. Comme je l'ai dit, même vous allez aller faire des recherches supplémentaires. J'ai déjà trouvé les trois, oui, les trois sujets. Voilà. Donc, à la fin du cours, on fait un tirage. Je ne saurais pas lui avoir dit non, on m'a donné ici, on m'a voilà. Donc, c'est un, deux, trois. Chacun choisit son numéro et puis il va tout en un, va tout en deux, va tout en deux. Voilà. Alors, donc, l'importance en faisant le cours, là, j'ai résumé ça en cinq éléments. D'accord. Il y a la durabilité environnementale, il y a la sécurité alimentaire, il y a l'innovation. Vous voyez que l'innovation, ça revient de façon récurrente. Il y a la croissance économique, la résilience et puis l'adaptation au changement climatique. Euh, Tout est imbriqué dans le processus général d'économie bleue. Au niveau de la durabilité, parce que depuis ce matin, tout ce qu'on dit, on dit oui, économie bleue, on va avoir l'argent, on va avoir une union sociale, tout ça là, mais on ne perd pas de vue la durabilité environnementale, donc la conservation de la biodiversité. D'accord? Alors, parce que l'économie bleue contribue à conserver la protection des écosystèmes. Là. La preuve, c'est Nyakanasi. Non, Nyambeli, dedans. Nyambeli, Nyakanasi. C'est non. Alors, donc, il disait tout à l'heure, oui, mais il y a des gens qui pêchent avec des petits filets. Mais justement, il y a bien pêché avec des petits filets, finalement, avec des filets à petite maille, finalement, il n'y aura plus d'enlèvement, donc la reproduction des poissons va se faire un peu plus lentement. Donc, vous voyez qu'il y aura une destruction de la biodiversité. Quand on est dans notre côté aussi, il y a un type de végétation qui est très important, ce sont les mangroves. Là. On voit que là également, si on y prend garde, écoutez, puisque vous savez l'importance des mangroves, hein, c'est là-bas que les poissons là, vont aller se reproduire. C'est des choses également, c'est un type de végétation qui a une bonne séquestration. D'abord, en tant qu'il parle de séquestration, carbone parle de quoi? De régulation du climat. Du climat, voilà. Donc, de lutte contre le changement climatique, puisqu'il y aura l'absorption des gaz à effet de serre. Alors, donc, c'est vraiment ce que l'on entend par durabilité environnementale. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, à part peut-être le grand 1 où on a beaucoup parlé, mais là, au niveau du grand 3 et du grand 2, on donne juste les titres et puis on donne quelques éléments. Quelques éléments, quelques éléments. Donc, c'est vraiment. L'idée, c'est que vous ayez me creuser davantage pour vous faire une idée. Alors, donc on a dit que c'est ça vraiment l'importance au niveau de la durabilité environnementale. Ça permet de gérer les changements climatiques, puisqu'il y aura une bonne séquestration carbone, et puis il y aura en même temps la conservation des écosystèmes marins. L'autre important, c'est la croissance économique, parce que on a dit que tout ce qui est économie, là, c'est pas, voilà, c'est pas la philanthropie, hein, c'est le pognon. Voilà. Donc, c'est pas comme les Nyakanansi, ils ont fini de vendre tous les terrains à cause de l'argent. Ils vendaient à 1000 personnes. Là. Alors, donc, on a dit que, écoutez, il y a des enjeux économiques par derrière.
Donc, l'économie bleue va donner la possibilité, ou surtout l'opportunité d'une croissance économique, puis générer des emplois, parce qu'il y a de nombreux emplois qui se créent dans le secteur de l'économie bleue. Il y a des emplois nouveaux, il y a des anciens emplois qui étaient là, qui ont commencé à se mettre également à la page. Donc, en termes d'activité, il y a l'aquaculture, il y a le tourisme, il y a les énergies renouvelables, biotechnologie marine, tout ça. Il y a un point de, je crois, le grand 5 va vraiment revenir un peu sur ces activités. Oh, est-ce que j'ai repris l'enregistrement? Ok, donc ça enregistre. Alors, une autre importance, un autre élément important, c'est voilà, la sécurité alimentaire. Parce que tout à l'heure, on parlait d'activité, parmi les activités, on a vu quoi? L'aquaculture, c'est quoi? C'est la culture de quoi? L'organisme marin. Voilà, donc il y a la pêche, il y a les crustacés, il y a tout ce, même les algues, tout ça qu'on peut. Voilà. Donc ça, c'est justement à travers une gestion, mais si vous voulez, une utilisation intelligente de ces ressources marines-là que l'on pourra assurer la sécurité alimentaire. Parce que la consommation en poisson va croissant. Les populations aussi augmentent. Bon, on fait comment? Donc, en faisant une aquaculture de façon durable, ça permettra, même si ça n'arrive pas à tout combler, mais en tout cas, un temps soit à minimiser la disparition de ces choses-là. Et donc, à permettre que chacun puisse avoir donc c'est ça la sécurité alimentaire, pour pas que les gens soient en insécurité alimentaire. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on explique à travers cet élément. Innovation et développement technologique. Bon, les ressources sont là, mais on est bien d'accord que, vu les besoins importants des populations, on ne peut plus capter ces ressources-là de façon traditionnelle. On est obligé de s'adapter, d'utiliser des moyens un peu plus performants, d'utiliser des technologies nouvelles pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. Et parlant même d'innovation technologique et de développement de la technologie, là, dans les choses, on parle souvent aussi de, comment vous appelez, des ressources sous-marines, les ressources minières sous-marines. Donc, pour ces choses-là, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas les pelleteuses qu'on utilise dans une mine à ciel ouvert, là, qu'on va utiliser, mais c'est plutôt des outils beaucoup plus performants, beaucoup plus innovants. Un autre élément, c'est vraiment la résilience au changement climatique. Pourquoi? Parce que on sait très bien que les océans, par leur constitution normale, là, jouent un rôle important face à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Ça, c'est des choses qui sont sûres. Donc, dès lors que l'économie bleue va s'appuyer sur les océans, donc c'est clair que l'économie bleue va intervenir ici aussi comment? En renforçant la résilience de ces écosystèmes marins-là. Voilà. Et l'adaptation des populations côtières face au changement climatique, parce que c'est tellement ça. Si, prenons par exemple le cas des mangroves, on dit que les mangroves, là, ce sont des plantes qui vont permettre de lutter contre le changement climatique. Les populations côtières là, aussi disent que, surtout quand on travaille dans la haute, là, les femmes là, disent que quand on fuit le poisson avec les poils de mangrove, là, le poisson est plus digne. Donc, vous voyez que si on va dans une dynamique d'économie bleue, on va dire non, les gars, c'est pas coupé le poisson. Mais pour cela, il va falloir expliquer aux populations que non, quand vous n'utilisez pas ce genre de poids-là, ça va maintenir les choses. Et en même temps, vous, ça va vous permettre de lutter contre le changement climatique. En même temps que vous luttez contre le changement climatique, là, vos poissons-là sont régénérés parce que où les trucs là viennent se mettre à tirer, vous avez tout coupé, vous se mettre au fond, etc., etc. Donc, c'est vraiment
ça qui va permettre d'augmenter la résilience des populations et leur adaptation au changement climatique. Voilà. Donc, après ça, on va terminer maintenant par la dernière partie de cette leçon-là. Ce sont les filières émergentes de l'autonomie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Voici ce que moi je vous propose. Vous allez regarder, vous vous rendrez compte que ce n'est pas que ça. Moi, déjà, quand je regarde, il y a au moins une activité que je ne vois pas. Non, la géomatique, bon, c'est. Tout ici, là, on peut utiliser la géomatique. Hein. Voilà. Vous qui êtes en ligne, est-ce qu'il y a une activité qui vous vient à l'idée que vous ne voyez pas dans le tourisme? Voilà. Monsieur, Ouais. monsieur, il y a le dessalement de l'eau de mer. Dessalement de l'eau de mer. Oui, oui. C'est quel type d'activité précise? Bon, le dessalement de l'eau de mer, là, c'est pour améliorer le procédé. Bon, je peux dire que c'est pour dessaler l'eau de mer pour une utilisation durable de cette ressource-là. Parce que en Arabie Saoudite, comme ça, ils n'ont pas suffisamment d'eau potable. Donc, ils procèdent à un dessalement de l'eau de mer. Et puis, ça se fait aussi au Sénégal, je pense bien. OK. Pour que cette eau-là soit Soit potable. allez, ça doit être une eau douce, utilisable. Oui, oui. En Israël, ce qu'ils font, c'est une grande usine de dessalement d'eau de mer. Parce OK. que là-bas, Ouais. les sont des vrais chambres, donc c'est l'eau, la même de mer. En fait, c'est dans une grande usine. Ce qui sert d'eau potable là-bas. Et c'est pas ce qu'ils envoient aux gens en Jordanie, là, parce que j'écoutais En tout cas, c'est ça qui approvisionne toute la Cisjordanie, Israël. La Cisjordanie est plus partie d'Israël. En tout cas, c'est ce qu'ils utilisent. Et seulement de l'eau de mer. OK, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une activité que c'est bien, mais ça, vous êtes allé chercher ça loin, en Tchébourg. Maintenant, tout près de nous. Non, non, j'ai eu à faire un cours d'économie bleue aussi. Donc, on a plus parlé, ils ont plus développé le volet dessalement de l'eau de mer. Pourquoi ne pas faire ça ici? OK. Parce que ça se fait au Sénégal. Très bien. D'accord. OK, c'est bien. Maintenant, je reviens toujours à ma question. J'ai donné 5 activités. J'ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Hein. Mais quel autre type d'activité que vous connaissez? Tu as dit dessalement, c'est pas mal. Lui, il a dit quoi? Le tourisme. Oui. Une activité que tout le monde qui n'apprend pas d'aujourd'hui. La pêche. La pêche, ça rentre dans l'aquaculture. Mais si on veut parler de protection des océans aussi, surveillance et protection des océans. OK, d'accord. Sécurité maritime. D'accord. Oui, Oui, oui. d'accord. OK, c'est bien. C'est une activité. C'est petit, navigation de voyage. Ce sont les transports. Voilà, les transports. Voilà, le transport. Voilà. Le transport, activités portuaires, tout ça. Voilà. Kofibi, tu voulais dire quelque chose? Je parlais du tourisme. Tourisme. Oui, il y a un autre qui avait déjà, Nyankanansi avait déjà dit. Oui. Et l'autre avait déjà dit ça. OK, c'est bien. Alors, donc, les amis, vous conviendrez avec moi que la liste là n'est pas exhaustive. D'accord? Comme c'est une leçon, vous ne pouvez pas toucher par tout. Voilà, donc, j'ai essayé de toucher un certain nombre d'éléments ici. Alors, donc, on va voir un peu les filières émergentes. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez. L'aquaculture, la biotechnologie, les énergies marines renouvelables, EMR, les exploitations minières sous-marines, le stockage du carbone. Alors, donc, pour chacun des 5 secteurs, on va essayer de décliner. Donc, ici, on va passer un peu plus long, ou bien sûr, il y aura plus de diapos que ce que nous avons vu sur. Bon, ça, je ne vous apprends rien en disant que l'aquaculture, là, c'est tout ce qui est. C'est quoi l'aquaculture? Moi, l'aquaculture, c'est une culture. D'abord, c'est un élevage de tous les organismes marins vivant dans l'eau, que ce soit des poissons, des crustacés,
les algues. Ok. Kofibi, tu es entièrement d'accord avec la définition que Enoch a donnée? Oui, oui, je suis d'accord. Thibaut aussi, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous trois même. Réponds à ta définition. Je dit, l'aquaculture, c'est l'élevage Mhm. de tous les organismes marins vivant dans l'eau. Vous avez entendu? Il y a Monsieur, une il a dit tous les petite éléments, importance. tous les Les organismes. animaux marins. Mhm. Bon, en plus des animaux marins, on peut parler des algues aussi. C'est Il a une dit végétation. Organismes Il a dit marins, organisme. Mais il a dit organe. D'accord. Bon, je suis d'accord avec lui. D'accord. Kofibi aussi. Dans la dernière partie de la définition, les organismes marins qui vivent dans l'eau, c'est Voilà. Quand on dit marin, bien, c'est dans l'eau. dans l'eau. Donc, il enlève dans l'eau, là, c'est ça, hein? oui, oui, Et puis là, maintenant, vous êtes d'accord? Marins. oui, Oui. tout D'accord. ce qui concerne l'élevage. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a dit tout ce qui est élevage de quoi? Des organismes marins. Est-ce que c'est dans la mer, quand on parle d'aquaculture, c'est dans la mer seulement? Non, Non, mais Non, c'est pas dans la mer seulement. Voilà. Tout ce qui est élevage d'organismes aquatiques, si tu dis ça, ça marche. en ce qu'on dit marin, on peut déjà souvent à l'océan. Quand on dit marin, là, c'est la mer seulement, ou bien les amis, c'est pas ça. Oui, c'est pas oui, faux. Voilà. Donc, quand on pose des questions, des fois, il y a un peu de subtilité, donc il faut bien regarder. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien ça. C'est tout ce qui est élevage des animaux, enfin, pas des animaux, des organismes qui vivent dans l'eau. Voilà, de façon simple comme ça. Tu as dit en passant, ça peut être une eau douce, ça peut être une eau, ça peut être la mer, tout ça. D'accord? C'est bien. C'est vrai que comme les océans occupent la plus grande partie du continent, c'est pour ça que l'idée de tout le monde va directement vers là-bas, mais ce n'est pas que ça. D'accord? Alors, donc, au niveau mondial, généralement, quand on parle d'aquaculture, là, c'est vraiment ça. Et il a dit organismes. Mais les organismes aussi peuvent être déclinés en trois catégories. On peut avoir d'un côté les poissons, on peut avoir les crustacés et puis les algues. Voilà. D'accord? Donc, les algues, c'est tout ce qui est, voilà, vous connaissez les algues. Il y a les algues macroscopiques, il y en a qui sont microscopiques, il y a plein de vertus de ces algues. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, tu vois, c'est pour ça que quand tu t'étais arrêté à la mer, on dit dans les eaux salées et les eaux saumâtres. Et puis aussi les eaux douces. D'accord? Donc, quand on est dans un environnement marin, ou bien un environnement littoral, là, on peut avoir les eaux salées et les eaux saumâtres. Maintenant, quand on est sur le continent même, ça sera les eaux douces. Mais tout ça aussi, ça va. Je veux dire, l'aquaculture peut se dérouler dans tous ces espaces-là. Alors, pour vous donner un peu une idée de l'importance de l'aquaculture, donc la FAO, selon la FAO en 2020, au niveau mondial, on a eu 114 millions de tonnes de ressources halieutiques et aquacoles qui ont été produites. Donc, vous voyez qu'il y a une légère augmentation par rapport à 2018, puisque en 2018, on était à 213, alors qu'ici, là, Ici, ça. comment? Non. Mhm. Donc, vous voyez, quand on prend ça plus ça, et puis vous allez voir un peu le gap de, enfin, l'évolution. Alors, donc, euh, il y a un potentiel. On sait qu'il y a plein de choses qui sont là. Les gens ont besoin de ça pour vivre, donc il y a un potentiel. Alors, quand on parle de potentiel, ça veut dire qu'il faut pouvoir utiliser ce potentiel. On sait qu'il y a des poissons là. Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ce poisson-là? Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc, les différentes utilisations qu'on peut faire de ces ressources aquatiques-là. Il y a une idée qui est par derrière, on parle de sécurité alimentaire. Donc, le premier objectif, ou bien l'un des objectifs principaux de l'aquaculture, c'est vraiment la consommation. Donc, la première orientation, bien sûr, la première cible de l'aquaculture, là, c'est vraiment l'alimentation. Hein? Donc, la majorité des produits, là,
sont utilisés pour la consommation humaine. D'accord? Alors, donc, la consommation, on peut manger le poisson sous plusieurs espèces. D'accord? On peut le prendre frais, on peut le prendre séché, on peut le frire, on peut tout ce que vous imaginez. Mais aussi, il y a des utilisations qui ne sont pas forcément liées à la consommation humaine, mais plutôt industrielle pour les algues, parce qu'on peut utiliser les algues dans l'industrie. Bon. Il y a ce qu'on a l'habitude de faire donc, de façon générique pour en termes de pisciculture, quand on fait les poissons là, on sait qu'il y a les entrains, il y a les intrants. Donc, vous voyez que ceux qui vont donner les éléments pour nourrir les poissons. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a leur. Je prends un langage un peu truc. Hein. Il y a leur management dedans, donc l'argent à prendre là. Il y a ceux qui vont permettre de produire ou bien qui vont s'occuper des alevins. Il y a. Voilà. Il y a du blé à prendre là-bas. Il y a les éleveurs, donc le bonhomme qui va les aider à grandir, tout ça. Et puis, il y a les transformateurs. Les transformateurs, c'est quoi? La dame, par exemple, qui va venir prendre le poisson vivant pour l'envoyer sur son grill. Ah, c'est une transformatrice. Maintenant, l'utilisateur final, toi qui vient avec ta chérie pour manger le poisson brisé, vous êtes des utilisateurs. Donc, vous voyez que la chaîne de valeur, là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux où on peut avoir du sous dans l'aquaculture. Donc, on a donné quelques utilisations ici à travers ce petit tableau-là. Donc, on a regroupé ça en domaines. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui a fait le travail, ça. Mais voilà. Donc, ils ont trouvé, par exemple, le domaine de l'alimentation humaine. Donc, c'est qu'on peut en manger. Donc, il y en a qui peuvent utiliser les algues entièrement. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est pour les algues, l'utilisation des algues. C'est-à-dire, peut utiliser comme nourriture. Comme des laitures, des choses comme ça, on peut les utiliser comme complément alimentaire. De plus en plus, on parle de la spiruline. Donc, comme vous êtes encore un peu jeune, vous ne connaissez pas ça, mais à partir d'un certain âge, lorsque la santé va commencer à faire quelques défaillances, on aura besoin de compléments alimentaires pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Des fois aussi, dans les algues, là, on peut enlever, on peut extraire les composants additifs. Et dans l'industrie agroalimentaire également, c'est fortement utilisé, notamment pour permettre la fermentation de la bière. On a dit bière, il y a comment si bière, oui. Non, je bois bien. Toi, tu ne bois pas bière, tu bois vin. Ah, souvent, tu n'as pas de temps, souvent même, pas encore bien. Alors, donc, on peut utiliser aussi les algues dans le domaine de l'agriculture, d'accord, donc en utilisant comme fertilisant. On peut les utiliser aussi comme aliments pour les animaux, donc au niveau des animaux domestiques, ou même pour nourrir les poissons. En plus, les poissons, donc on peut les utiliser en pharmacie, en cosmétique. Vraiment. Donc, il y a plusieurs secteurs, plusieurs domaines où on peut utiliser les algues. Ça, c'est pour les algues. Pour les poissons, là, on en parle. Donc, après la chaîne de valeur, on va voir les opportunités de l'aquaculture en Afrique, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors, donc, en termes d'opportunités, il faut dire que le gros problème de l'Afrique, c'est vraiment le problème de sécurité alimentaire. Et donc, si tant est que les océans sont riches en poissons et que l'on réussit à extraire ces poissons-là pour répondre un tant soit peu aux besoins alimentaires de ces populations, c'est sûr qu'on va atteindre un certain niveau en termes de sécurité alimentaire. Alors, donc, ici, c'est une étude qui a été faite où les gens ont fait des prévisions jusqu'à l'horizon 2030. Et le gros défi, c'est que, en termes, en tout cas dans le domaine de l'aquaculture, il y a un gros souci en termes d'autosuffisance. Parce que on sait que
en tout cas, les études en fait, ont montré que on a une chute, actuellement, on a une chute en termes de production aquacole. Parce qu'on voit que là, de 2018 à 2020, on est juste monté de 3%, alors que les années précédentes, on avait des gaps de 10%. Donc, on voit qu'on n'a plus la même augmentation, on n'a plus la même croissance. D'accord? Mais contrairement à cela, par où bien sûr, paradoxalement, cela, les besoins en poisson ont augmenté de 30%. Donc, vous voyez que ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi parce que justement, on a un accroissement de la population et malheureusement, l'évolution des ressources halieutiques là, ou bien aquacoles, ne se fait pas dans le même sens, mais à la même vitesse. Donc ça, il y a un gros défi. C'est un gros défi. Et le tableau qui est là montre un peu certaines contraintes au niveau de l'aquaculture. Alors donc, en termes de contraintes, concernant les intrants, par exemple, donc c'est un gros tableau, donc je ne vais pas tout lire. Concernant, par exemple, les intrants, la contrainte, c'est la disponibilité en aliments de qualité. Parce que tu peux avoir des aliments, mais est-ce que c'est vraiment des aliments de qualité? Donc ça, c'est vraiment une contrainte. Et dès lors qu'on n'a pas beaucoup d'aliments de bonne qualité, c'est clair que ça va dans la production de poissons, c'est la fait. N'est-ce pas? Aussi, donc ça c'est la référence, celui qui a montré ça. Quand on apprend par exemple l'élevage, les gens font des fois les petites piscicultures, machin, mais le gros truc, puisque les besoins sont importants, si on fait des fermes piscicoles à grande échelle, c'est clair qu'on pourra augmenter la contrainte. Donc ça, c'est vraiment une contrainte. Mais dès lors, comme cette contrainte est là, ça fait que justement, l'impact, puisqu'on a des petits trucs, on veut faire des grands. Donc, comme on n'est pas encore au niveau des grands, ça fait que les gains sont aussi limités. Donc, voilà. Donc c'est vraiment, vous allez prendre par exemple, après le temps de regarder un peu tout ça, et puis bon, ben, vous vous rendre compte qu'effectivement, il y a des défis importants dans ce domaine. Voilà. Alors, sur cette diapo, on dit qu'il y a un certain nombre d'éléments sur les deux domaines qui ont été. Là, c'est en fait mal noté, ça va être en D. En D. Puisque après les défis, maintenant on va maintenant quelles sont les innovations. Je n'ai pas pu monter mon appel là. Il y a 3 secteurs sur lesquels, en apportant des innovations, on pense qu'on peut lever les contraintes qu'on a vues sur la diapo précédente. D'accord? Au niveau des secteurs, il y a déjà la gouvernance. C'est-à-dire, ce qu'on devait tenir, on avait parlé de la FAO, on a parlé des Nations Unies, on ne vit plus en vase clos. Il faut s'appuyer sur des organisations déjà régionales. C'est pour cela que, bon, ça n'a rien à voir avec la politique, mais j'en parle. Au niveau, ce qui fait la qualité actuellement, on parle de quoi? On parle de AES. Yes. On parle de CEDEAO. Donc, vous voyez que les militaires, chacun aurait pu partir et puis dire non, moi je suis dans mon coin, je suis plus dans les CEDEAO, là, derrière dans mon coin. Vous voyez que c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble pour faire un peu le contrôle. Donc, c'est pour ça que justement,
de la même manière dont au niveau politique, les gens font des choses dans les secteurs, les différents secteurs également, il y a des choses à faire, donc la population régionale est vraiment importante. Un autre domaine, c'est vraiment les systèmes de production nouveaux, notamment quand on parle d'aquaculture intégrée et multiphonique, c'est-à-dire c'est des fermes piscicoles, mais où, dans l'esprit de l'économie bleue, les choses se font de façon cyclique. Et que pratiquement tout reste sur place, tout ça. Je crois que je devais avoir une petite vidéo et des images. Et puis aussi, il y a les aquaparks. Bon, ça, je pense que c'est en Égypte, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des choses que les gens font, il y a beaucoup de sous, effectivement. Ici, bon, on le fait un peu dans quelques petits points. C'est vrai que ce n'est pas vraiment des aquaparks en tant que tel. Quand tu arrives, il y a, oui, quand il faut pêcher ton poisson, tu payes, tout ça. Donc, on rencontre les poissons qu'on aurait pu te vendre à 3 000, mais à cause de tout ce mystère qu'ils ont mis autour, là, au lieu de 3 000, c'est peut-être à 5 000 quelque chose. Donc, voilà, maintenant, il y a un peu plus, etc. Et puis aussi, il y a de nouvelles applications au niveau de l'aquaculture. Par exemple, l'élevage de crevettes, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Mais là, ça se fait au Ghana maintenant. Maintenant, il y a la spiruline. La spiruline, c'est des algues microscopiques qu'on fabrique à partir justement des bactéries qui sont dans l'eau. Et cette spiruline-là, quand elle est utilisée, on peut l'utiliser comme complément alimentaire. Et tout à l'heure, je parlais de sable à mettre sur la route d'Absopé, là. Là-bas, ils ont une bonne unité de fabrication de spiruline. Et je pense que ça marche très bien. Alors, donc, après l'aquaculture, nous allons voir les biotechnologies marines. Alors, donc, généralement, tout ce qui est bleu, on a tendance à assimiler ça à la mer. Donc, quand on parle de biotechnologie marine, donc je ne suis pas surpris aussi quand on parle de biotechnologie bleue, c'est la même chose. Donc, ici, on va utiliser tout ce qui est compétences biologiques, chimie, physiologie, on va utiliser les compétences que les gens ont pour exploiter au niveau des ressources des océans. Donc, on va faire un tour d'horizon de ce que les biotechnologies marines peuvent permettre de faire. Alors, donc, il y a des secteurs traditionnels où les biotechnologies sont utilisées. C'est notamment dans le secteur de la pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, pour faire les médicaments, il y en a plein. Il y a l'industrie cosmétique, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a l'agriculture même, et puis il y a l'industrie chimique. Voilà. À côté de tout ce que je viens de citer là, il y a les énergies, le secteur énergétique également qui est concerné par les biotechnologies. Il y a aussi la restauration des environnements. On voit qu'il y a beaucoup de secteurs où on peut utiliser ces choses-là. Et donc, quand on va aller au niveau de la chaîne des valeurs, vous allez voir qu'il y a donc, ici, au niveau de la chaîne de valeur, il y a la chaîne de valeur des produits eux-mêmes, puis il y a une chaîne de valeur qui est adossée à d'autres secteurs. C'est des choses qui existent déjà. Voilà. Donc, parce que tout à l'heure, on a parlé des différents types d'industries. On a parlé aussi même de l'industrie chimique. Donc, l'industrie chimique, elle est là de façon naturelle. Mais il y a que dans cette industrie chimique-là, on peut utiliser des produits des océans pour apporter une plus-value en termes de gains, en termes de...
en Afrique, on parle un peu de biotechnologie. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais quand même, voilà. Alors qu'on sait qu'il y a d'importantes ressources marines qui existent en Afrique, il serait bon quand même d'amplifier les choses. Mais bon, c'est parce que l'utilisation, la mise en œuvre des biotechnologies là demande un peu de moyens de technologie que certainement les pays africains et les pays en développement n'ont pas. Donc, c'est ce qui fait que ça rame un peu. Mais en même temps, il y a des structures qui sont là qui encouragent l'utilisation des technologies marines là, pour permettre une meilleure connaissance des océans. Au niveau régional, il y a par exemple l'OMAO, l'Organisation maritime d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous avez laissé la vérifier, c'est parti, ils sont tous. Puis il y a huit OSMA, ça, c'est plutôt en Afrique de l'Est. Donc, avec ces initiatives-là, les choses commencent à se mettre en place progressivement et c'est une part du marché quand même qui pourrait pénétrer. Alors, un autre élément que nous allons voir, c'est les énergies marines renouvelables, les GMR, GMR dont on parle. Hein. Alors, ça, c'est vraiment un élément qui est parce que on peut utiliser l'océan pour produire, par exemple, de l'électricité. Ça, tout le monde le sait plus ou moins. C'est en même temps un domaine où on peut, forcément, on peut produire de l'électricité, de l'énergie, et puis aussi on peut fabriquer, on peut construire un certain nombre de choses. Donc là, c'est vrai que c'est très récent. On a dit que au niveau mondial, c'est quand même récent. C'est quand même récent. Bon, le fait de revenir à ces énergies marines, là, c'est que vous avez dit énergie marine renouvelable. Donc, s'il y a renouvelable, c'est qu'il y avait. Donc, s'il y a énergie marine renouvelable, c'est qu'il y a énergie renouvelable tout simple. Donc, s'il y a énergie marine renouvelable, c'est qu'il y a aussi il y a énergie marine non renouvelable. Donc, les énergies possibles. Tout le monde sait que le pétrole, là, souvent, c'est dans la mer, non HG. Donc, ces énergies-là ont été mises en œuvre ou bien ont été avancées pour faire le contrepoids des énergies fossiles que l'on a trouvées trop dégradantes ou destructives de l'environnement. Donc, il y a plusieurs technologies qui vont permettre d'utiliser ou bien d'exploiter ces énergies marines renouvelables. Donc, en termes d'énergie marine renouvelable, on peut utiliser plusieurs éléments de la mer. De façon simpliste. La mer, il y a beaucoup de choses. On peut utiliser le vent. Donc, ça, c'est des énergies éoliennes. On peut utiliser la houle. On peut utiliser la marée. On peut utiliser l'osmose. On peut même utiliser l'énergie, la température. Donc, au niveau des énergies éoliennes, c'est le vent là qui va avec des turbines ou autres. Donc, le vent va tourner, le vent va faire tourner les turbines vont faire tourner les moteurs, puis l'énergie sera produite. Au niveau de l'énergie hydrolienne, donc ça, c'est le courant des océans. Ça vient ici, ça vient là, donc ça peut aussi permettre de produire l'énergie. Maintenant, il y a l'énergie marémotrice. Donc, ça, en se basant sur les marées là, et puis l'énergie ou l'eau motrice, c'est de ça que nous parlait, donc avec la houle. La houle. Et puis il y a l'énergie thermique. Ça, c'est généralement dans les mers chaudes tropicales où la mer peut, où l'eau de mer là, peut aller jusqu'à 20 degrés. Donc, dans ces zones-là, 20 degrés, on peut utiliser cette énergie qui est là, cette température-là,
produire de l'énergie. Et puis aussi, il y a l'énergie osmotique qui va utiliser l'osmose entre l'eau douce et puis l'eau de mer, l'eau salée. C'est des technologies très, très avancées. Ce pas des choses qui se déroulent forcément sur nos tropiques, parce que là, comme on est au niveau mondial, ce sont des choses qui existent, on en parle. Peut-être que ici, avec un peu de chance, on pourrait utiliser l'énergie éolienne. Peut-être. Alors, les opportunités, écoutez, c'est que la contrainte majeure, comme je dis, c'est les choses qui sont très chères. Hein. La mise en œuvre, même l'utilisation de ces choses-là, c'est très cher. Alors, donc, ça, c'est un gros problème déjà. Et puis, les études de faisabilité, de production de ces énergies-là, donc ça prend du temps et puis il y a beaucoup d'incertitudes puisque l'océan même, c'est un milieu incertain. Alors, donc, ça fait que les résultats ne sont pas toujours garantis. L'autre contrainte, c'est que du fait de ces deux contraintes que je viens d'énumérer là, il n'y a pas de cartographie claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut avoir toutes les conditions réunies pour faire les choses. Et puis, il n'y a pas d'évaluation de ressources marines multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dit, bon, ah, ici, là, on dirait que, je dis n'importe quoi, il y a des chaussures blanches là-bas. Les chaussures blanches, là, c'est ça qui donne l'énergie. Donc, comme il y a des chaussures blanches ici, on peut installer un truc ici pour produire l'énergie. Non, donc c'est un peu difficile. Et donc, on a ajouté à cela aussi, il y a une grosse incertitude en termes de rendement parce que les gars se disent, écoute, tous les sous, je vais mettre là. Est-ce qu'à la fin, il peut avoir un retour sur investissement qui n'est pas très évident? Alors, donc ici, on donne quelques exemples de projets où on a des énergies marines renouvelables en zone tropicale. Au Mexique, ça a été fait en utilisant la houle. Il y a un truc qui a été mis en place aussi à Maurice, les îles Maurice, là. Et puis en Martinique, ça c'est un qui va en marée. Donc, bon, c'est des petits trucs qui existent. Voilà, quand même, c'est pas impossible en fait. Sauf que ça va coûter certainement cher. OK. Alors, l'autre filière, c'est les minerais, puis voilà, sous-marins. Alors, donc, on dit que c'est vrai, on utilise, fait l'extraction des minerais sur la terre ferme, mais en bas là-bas aussi, il y a des choses qui peuvent se faire beaucoup plus sur l'âge. Donc, c'est à peu près les mêmes trucs, mais comme c'est un milieu spécifique, il faut aussi des procédures parfois un peu spécifiques. Bon, c'est que la mer a fait beaucoup de choses, et donc le fait d'aller vers l'exploitation des ressources minières, là, ça pourrait permettre de diversifier les sources d'approvisionnement en minerais des populations, bien sûr, des industries. Donc, il y a trois types qui sont potentiellement exploitables. Il y a les sulfures hydrothermaux, il y a les entretements cobaltifères et puis les nodules polymétalliques. Alors, donc, à ces ressources-là, on peut ajouter aussi des granulats. Donc, c'est-à-dire, les sulfures, là, c'est tout ce qui est piri, ça fait un peu de logique. Non, mais c'est bien des Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça. Le truc où il y a du sulfure dedans. Les encodements qu'on c'est le cobalt. Le cobalt, c'est utilisé beaucoup plus dans l'industrie, même dans l'aviation. C'est au niveau de la chaîne de valeur de ces minéraux-là, c'est ici, ça. Non, il y a un qui n'a pas formé son autre. Hmm.
Alors, donc, la chaîne de valeur, on a dit que c'est vraiment une activité, une affaire d'exploitation minière. Donc, il y a les fondamentaux de l'exploitation minière en général qui sont là, même s'il y a des spécificités. Alors, donc, dans l'exploitation minière en général, on ne vient pas directement pour exploiter. Il y a des études préliminaires qui sont faites dans ce qu'on appelle l'exploration, donc il y a une phase exploratoire, puis après, la phase d'exploitation, et puis après, même, il y a la phase de métallurgie, même également qui va sur les gammes. Alors, donc, c'est ce qu'on explique ici. L'identification des gisements, donc ça, c'est l'exploitation. L'exploitation, donc, on va extraire puis il y a la concentration, donc la concentration des minerais qui sont extraits, on va essayer de sortir de ça là, la substance utile. Et puis, il y a la métallurgie qui est le dernier élément où on va faire la bonne séparation. Et puis, les produits finaux qui sont les produits manufacturés. C'est-à-dire, par exemple, pour faire une porte là, quand on vient prendre de façon habituelle, normale, on vient en dit, écoutez, en telle de construction, sans exploratoire, il y a que, qu'on appelle peut-être les premiers géophysiques, donc on est avec un appareil très ici, là, il y a une grande magnétisation, donc on peut avoir un peu de fer là. Bien même la télédétection, si peut venir, on dit, écoutez, avec la télédétection, si tu dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, si on a une telle réaction, hein, on pense qu'en bas, on peut avoir des choses, ou bien si on a des fractures orientées dans un sens donné, généralement, on pense que la minération peut s'installer le long de cette faille d'appareil. Donc, là, dans l'autre, on a fait la phase exploratoire, on dit, ah bon, d'accord, finalement, la zone où on peut avoir quelque chose. D'accord? Donc, quand on va venir pour l'exploitation, on dit, bon, les gars, ils ont dit qu'on peut avoir, donc on vient pour bon, on amasse. Quand on ramasse, on a le minerai et puis la substance utile, tout ça là dedans. Donc, quand on envoie ailleurs, on dit, bon, il y en a dedans, donc ils vont faire des procédés, et puis en faisant les procédés là, on pourra finalement ressortir ce qui nous intéresse de faire, Mais ce n'est pas le faire comme ça, c'est le faire, bon, grosso modo. Donc, quand ça va passer à la métallurgie, ça va fondre encore jusqu'à, et puis vraiment, le bon fer là va sortir. Donc, quand il sort, il a peut-être cette forme-là. Alors que nous, on veut faire une porte avec, donc en ce moment encore, il y a d'autres choses à faire pour que ça ait la forme voulue. Donc, au niveau de la chaîne de valeur, à toutes ces étapes-là, il y a un ingénieur à la raison. Donc, c'est clair que, comme on l'a dit, ça, c'est vraiment dans le cadre général, le cas normal. Maintenant, bon, quand on est dans les océans, ça va certainement varier un peu. Bon, en termes d'opportunités, bon, on se dit qu'il y en a, mais vraiment, il n'y a pas d'études approfondies qui a justifié, mais qui a démontré qu'effectivement, il y a un gros potentiel en termes de retour sur investissement. Mais par contre, on sait quand même que au niveau de l'océan Pacifique, là, il y a une exploitation de granulats qui est faite. Et ça, c'est une idée qui est venue et qui a permis de limiter le pillage de ces plages. Le dernier élément, bien la dernière filière que moi je voulais partager avec vous, c'est le stockage de carbone. Alors, donc, comme le carbone est généralement stocké par les végétaux et que les océans regorgent de pas mal de végétaux, on se dit que côté, ça peut être un élément important de la lutte contre le changement climatique. Alors donc, au niveau mondial, en fait, on rappelle un certain nombre de choses, hein, puisqu'il y a beaucoup de véhicules, donc c'est vraiment le plus de stock de carbone. Donc, on explique un peu dans quelles conditions ça peut se faire. Alors, ce qui va se passer, c'est que les végétaux là, n'oublions pas que quand on parle d'économie bleue, par derrière, il y a l'argent administratif. Donc, j'explique un peu comment est-ce que ça marche. Généralement,
quand on parle de stockage de carbone, il faut bien compter les effets de serre. Là. Comme le carbone, on dit que ça pollue l'environnement, ça détruit la couche d'ozone, donc ça fait plein de polluants. Donc il faut l'attraper pour ne pas qu'il aille détruire la couche d'ozone. En fait, c'est ça. Donc on parle de séquestration de carbone, c'est attraper ça. Donc, la première source, le premier capteur, ce sont les plantes. On a vu, on dit la plante fait quoi? Absorbe le gaz carbonique et les gaz. Voilà, dans le processus de photosynthèse. En plus, il y a des végétaux, voilà, bon, mieux il y a une séquestration. Maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, on dit, bon, écoute, toi, tu as séquestré combien de carbone? Donc, en fonction du taux de carbone que tu as séquestré, on te donne de l'argent. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, donc, pour le carbone vert, ça marche très bien. Mais ici, quand même, il y a une difficulté au niveau de l'océan parce que ce n'est pas la même quantité qui est captée en même temps. Et puis, pour les autres, on peut juste, c'est tellement facile. Si on dit, par exemple, que, bon, toi, tu as 10 pieds, par exemple, je dis n'importe quoi, de tech, tu as 10 pieds de tech, et chaque pied de tech a un diamètre de, mettons, de 2 mètres, 2 fois 10. Donc, on dit, bon, avec ce qui est là, on pense que, voilà, la quantité de carbone que tu as séquestré, voici ton argent. Alors que quand on est dans la mer, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'une des difficultés. Mais par contre, il y a quand même quelques initiatives qui permettent de financer le carbone bleu. Bon, alors, donc, il y a des fonds qui existent. Par exemple, le marché de compensation volontaire, il y a le fonds de carbone forestier. Voilà. Donc, il y a vraiment des initiatives quand même qui existent. Voilà. C'est vrai que ça n'a pas encore bien pris, mais je pense que un peu, ça va aller. Vous aurez le temps de bien regarder ça. Donc, ce que j'étais en train de dire, voilà, c'est l'idée qu'il y a. Une des difficultés que je pose pour le carbone bleu est qu'il ne fait pas l'objet dans le mécanisme d'action d'une distinction vis-à-vis du carbone vert. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la part des choses. Donc, dès lors que les choses ne sont pas faites de la même manière, ça fait qu'il y aura justement une sous-évaluation. Puisque quand on prend l'autre, on dit oui, il est gros, machin, tout ça. Alors que la mangrove, tu as rarement tu vas avoir une mangrove qui a un diamètre aussi important. Mais le travail que tu as fait là, c'est plus important que. Alors, question, il a juste le diamètre, tu vois que lui, il est lésé. C'est pour ça qu'on dit que c'est sous-estimé. Quand même, il y a des innovations qui sont là. Donc, en termes d'innovation, c'est vrai qu'on n'a pas payé ça comme l'autre là, mais il y a des innovations quand même qui existent qui permettent d'encourager justement les populations à séquestrer le carbone bleu, donc à éviter de détruire tout ce qui peut capter le carbone. Alors donc, l'exemple ici, c'est par exemple là, Stand-up Live Video. Ça, c'est un projet qui avait été mis en œuvre pour les communautés locales. Et malheureusement, il n'est pas soutenu. C'est pas une idée que c'est pas un truc officiel, mais c'est tout comme. Parce que lorsque tout à l'heure, on parle des. Je parlais des. Comment on appelle ça? La situation de carbone par les terres et autres machins. Donc, au niveau des Nations Unies, c'est bien calé. On est quand capable comme ça, tiens tomber. Alors que là, dans ce cas-là, c'est pas comme ça. Mais par contre, il y a un autre exemple qui est là, c'est la méthodologie ex-ante carbone. Ça, c'est un outil qui a été mis en œuvre. On passe par la FAO. Donc, ça, au moins, c'est un peu soutenu par les Nations Unies qui permet d'encourager la séquestration de carbone bleu. Et puis, bon, il y a à Madagascar un projet qui a été mis en œuvre aussi au niveau des mangroves de Madagascar là, pour permettre de conserver davantage ces mangroves et effectivement lutter contre la déforestation et améliorer la séquestration carbone. Voilà, alors donc, je pense qu'on a fini la leçon. Donc, c'était pour vous montrer qu'il y a des perspectives il y a, au niveau de l'économie bleue en Afrique. Et donc, il suffit de garder à l'idée le fait qu'on doit
gérer les choses de façon responsable et durable. Bon. Donc, chers amis, je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette première séance. On va se retrouver le jeudi, comme j'ai dit. Je vais préciser les choses les plus grandes. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci pour le détail. D'accord. Oui, au niveau des sujets, il y a numéro 1, 2, 3. Qui prend 1, qui prend 2, qui prend 3? Aussi, Oui. il y avait, bon, l'ancien professeur avait utilisé une méthode selon les noms par ordre alphabétique. Celui dont la lettre la première prend le 1, l'autre 2 et puis l'autre 3. D'accord. Donc, le premier c'était Koulibaly, nous sommes passé. Donc, il a pris le sujet 1. Et puis, moins